Dans ce 4e épisode, nous explorons 3 éléments fondamentaux qui façonnent l'identité et l'intégration des familles migrantes: la culture, la gastronomie et la langue. Il y a la poutine que j'aime beaucoup. Comment mettent-ils en relation leur patrimoine culturel d'origine et les traditions québécoises? On a découvert des traditions comme la cabane à sucre. Quel rôle joue la nourriture dans la transmission de leur identité? Je ne laisse pas tomber ma culture, je continue à la mettre en valeur, à l'honorer et à faire part à ceux qui sont intéressés. Quel est leur parcours d'apprentissage du français? Certain que la base de français que j'ai appris au Mexique a aidé, mais c'est juste la pratique quotidienne avec. À travers cet épisode, nous découvrirons comment la culture, la gastronomie et la langue sont des ponts entre les racines et la nouvelle vie des familles migrantes dans Argenteuil. Alors, les personnes immigrantes, dans leur parcours migratoire vers l'intégration, doivent être capables de mettre en valeur leur propre culture, leur propre gastronomie. Alors, on organise des cuisines collectives interculturelles. Un moment d'échange, de partage et de célébration des diversités. Nous sommes argentins, nosotros somos argentins. OK. Bien, moi, en théorie, comme je parle français, anglais, espagnol, je me débrouille en portugais puis en russe. Je demande toujours le niveau. C'est sûr, si c'est une famille africaine, bien, ils parlent français. Donc, là, c'est plus la partie sociale, culturelle que linguistique. Une famille hispanophone, par exemple, en premier lieu, je vais toujours leur parler en espagnol parce qu'ils ne comprennent pas le français. Plus ils passent du temps ici, supposons que j'ai une intervention à faire dans une école, je demande à la personne est-ce que vous parlez français ou pas. Ils me disent oui ou non. Puis ensuite, je demande à l'intervenant de leur parler directement en français. Et moi, je vais les appuyer s'il y a des choses qu'ils ne comprennent pas. Je suis capable de détecter dans leur visage s'ils ont compris ou pas. Des fois, c'est juste trop technique pour eux. Puis là, je leur explique dans leur langue maternelle. Mais pour moi, c'est vraiment une évolution dépendant du nombre de temps qu'ils sont ici. Pareil pour les élèves. T'sais, pour créer un lien avec eux, il faut que je leur parle dans leur langue maternelle pour créer ce lien-là. Un coup que le lien est créé, l'élève, je vais le voir plus longtemps. Je vais le voir à travers l'année, à quelques mois d'intervalle. Et là, plus ça avance, là, je vais commencer à mettre des mots en français. Là, au début, ils sont comme « Pourquoi tu me parles en français? » Puis là, ben là, tu commences à comprendre. Puis là, à la fin, ben là, je parle juste en français parce que là, je sens que l'élève il est à l'aise avec la langue. Pour ce qui est du social, il y a des activités qui se font dans les différentes villes. Donc, des fois, je vais les accompagner. Je vais leur envoyer un courriel. Il arrive telle activité. Par exemple, les Alouettes faisaient la saison. Ils ouvraient la saison à Saint-Jérôme. Donc, même mes familles qui habitent à Brownsburg puis à Saint-Philippe, à Argenteuil, La Chute, je les invite. On se rencontre là. Puis cette activité-là, ça leur permet de rencontrer d'autres familles aussi immigrantes et de les sortir et de faire d'autres choses. Donc, parce que c'est pas juste l'académique, hein, c'est aussi le social est très important. J'ai des familles qui sont à La Chute, sont isolées, donc ils vont m'appeler. Là, je vais leur donner des contacts pour aller dans des ailes garderies s'ils ont des enfants en bas âge, parce qu'ils n'ont pas de garderie nécessairement. Donc, mais c'est sûr qu'à un moment donné, je manque de temps. Là, je suis tout seul, donc c'est quand même limité pour ce qui est du social. Mais quand je les rencontre en premier, je vais leur donner la bibliothèque, Arena, et dépendant de la saison. Là. Le programme de francisation créé par le gouvernement du Québec a pour but premier l'intégration des personnes immigrantes. Donc, c'est certain qu'on passe par la langue française dans ce cas-ci. C'est le souci du centre de service scolaire, évidemment. Et pour ce faire, au fond, bien, oui, on suit des cahiers,
mais on se base beaucoup sur la vie courante, la vie quotidienne, les événements dans une année de vie pour présenter notre culture aux élèves. On sort de l'école aussi, donc il y a beaucoup d'apprentissage hors les murs, que ce soit à la Bibliothèque de la Chute, Jean-Marc Belzile, que ce soit le Centre d'art d'Argenteuil, les petits cafés, le musée d'Argenteuil aussi, qu'on a commencé à approcher. Là, c'est fermé présentement, mais on a l'intention d'organiser une visite. Donc, pour nous, l'intégration des élèves, c'est la présentation de notre culture, c'est la présentation de nos lieux de rassemblement aussi, les festivals, les ressources environnantes, les organismes communautaires, friperies, ressourceries, les cafés, les restaurants, les cafés. Donc, on organise assez souvent des sorties avec nos élèves. Ma langue maternelle, ça s'appelle le Ngombali. C'est ma dialecte et puis ça vient de l'Ouest Cameroun. Oh, je parle juste ukrainien donc quand on est arrivé au Québec. Ouais. L'espagnol. L'espagnol, petit peu de français et d'anglais aussi. Oui, l'espagnol, c'est ma première langue, la maternelle. Je parlais français et créole. En Haïti, on a 2 langues officielles, c'est le français et le créole. Donc, quand je suis arrivée, je continue à parler français, mais on parlait aussi créole en Haïti. Il y a beaucoup de choses dans la langue, dans le français québécois qui m'ont marqué. Mais il y en a aussi, des fois, je répète toute seule pour voir est-ce que j'ai bien assimilé. Mais ça me fascine vraiment parce qu'avant, je ne savais pas qu'il y avait comme vraiment une petite différence dans le français français et dans le français québécois. C'est quand je suis arrivée ici, quand j'essaie de dire des choses, parce que le français qu'on parle vraiment en Haïti, vient de France, parce qu'on a une éducation comme proche des Français. Puis quand je suis arrivée ici, j'avais comme un choc au niveau de la langue, parce qu'il y a des expressions que je dis, on dirait que les gens ne comprenaient pas trop bien. Et il y a des expressions que les gens disent que moi non plus, je ne comprenais pas trop bien. Mais au fil des années, j'ai fini par comprendre les expressions. Parmi les expressions, il y a une expression qui dit « Ne lâche pas la patate ». Il y a des collègues qui le disent souvent, donc je le garde en tête aussi. Il y a des mots aussi, les sacrements. Les sacrements aussi, donc il y en a que je ne dirais pas, mais quand j'entends des personnes qui le disent, mes yeux s'ouvrent pour écouter ce qu'ils sont en train de raconter. Cette question est très intéressante parce que pour nous, c'était un défi. C'était très difficile, mais avec le temps, avec les cours de francisation, avec les pratiques, ce sera avec chaque jour bien et mieux. On continue à apprendre les langues françaises ici. L'accent, le, c'est drôle. Parce qu'à l'école, j'avais les cours 12 semestres, un an en français, mais ils donnaient les basiques, la base du français en France. Mais quand j'arrivais ici, j'ai trouvé le choc, que je ne comprends rien. C'était dur, mais avec le temps, j'ai pratiqué, j'allais au cours de conversation avec des amis, mais j'ai manqué l'espagnol au début, beaucoup. J'étais comme, espagnol, quelqu'un? Mais c'est ça, c'est la vie, là. J'ai fait des études en français parce que le Cameroun est bilingue, français et anglais. J'ai fait un peu d'anglais et puis principalement le français. La première expression que j'entendais beaucoup parler, c'était mon conjoint qui le disait souvent, puisque mon conjoint a fait plus d'années ici que moi.
À chaque fois qu'il discutait avec ses collègues, il disait toujours à la fin « Tigidou ». Et puis moi, je disais « Qu'est-ce que ça veut dire Tigidou ?» Et puis il m'a un peu expliqué. Donc souvent, lorsque je suis arrivée à ma première société et tout, j'avais tendance à dire au revoir, à dire c'est correct avec mes collègues, je disais Tigidou. Donc c'était l'une des premières expressions que j'ai connues ici au Canada. Par exemple, pour moi, très intéressant a été comme il parle je suis, je n'ai pas, je sais pas, cerise sur le gâteau, Stéphane, ça va bien aller. Il y a beaucoup d'expressions qui, au début, étaient pas bien comprendre, mais après, maintenant, nous avons utilisé cette phrase et ça nous permet d'être proche des personnes qui habitent ici. Oui, il y a plusieurs. Il y a une expression que j'ai appris ici dans l'entreprise qui a été une chose à la fois. C'est une expression que te rappelle de faire les choses tranquillement, que tu peux réussir quelque chose, mais une chose à la fois. À la base, je suis une personne qui aime beaucoup la musique et la danse. Et comme je vous ai dit au début, le Cameroun regorge de plusieurs ethnies. Et pareil comme la nourriture, il y a aussi les danses qui représentent chaque ethnie, notamment le mbolé, le bikutsi, le bensikin. Tout ça, en fait, ça dépend des ethnies. Et chaque ethnie, lorsqu'une personne danse, vous pouvez tout de suite comprendre ce que signifie la danse et pourquoi cette danse est faite. Évidemment, si tu parles Mexique, tout le monde va dire mariachi. Non? Ça, c'est culturel, gastronomique. Je peux dire j'adore le Mexique parce que c'est un pays très complet. C'est fascinant. C'est fascinant. Il y a de tous les paramètres pour la créativité artistique. Je ne sais pas, c'est trop. La question, c'est trop ample pour dire juste certaines choses. Là. Mais pour vous, qu'est-ce que c'est? Pour moi, c'est la danse régionale, parce qu'il y a par région dans le pays que c'est spécifique pour le style, comme la gastronomie aussi. C'est très, très grand. Il y a beaucoup de choix. Ah oui, oui, oui. On a la danse folklorique, on a aussi le compas, on a aussi la nourriture, le riz national. En Ukraine, la musique traditionnelle joue un grand rôle, surtout les chants folklore qui racontent l'histoire du peuple et leur vie quotidienne. Une chanson ukrainienne très connue s'appelle Щедрик, qui est devenue célèbre dans tout le monde. Elle est aussi attendue dans le film comme Seul à la maison. En ce qui concerne la danse, c'est une danse opaque et aussi très populaire et reconnue pour son énergie et son vivacité. Sa vivacité. Les plus importants sont la musique, la danse, quelques films, mais surtout la musique et la danse. Oui, c'est ça. Donc, moi, quand je suis arrivé ici au Québec, évidemment, moi, je suis d'origine mexicaine. Donc, au Mexique, on apprend surtout l'anglais comme langue seconde parce que, bon, on sait déjà tout ça. On est aussi voisin des États-Unis. Les États-Unis
Ben ça, ils ont un grand mot à dire au niveau international. Tout le tourisme aussi à l'interne au Mexique, ça se fait en anglais. Donc moi, j'avais comme choisi précisément l'anglais pour essayer de parler une deuxième langue. Puis, mais ça, quand je suis arrivé ici au Québec, j'avais très peu de français. Donc là, ça, je me suis rendu rapidement compte que j'étais limité si je choisissais comme l'anglais. Ben ça, c'était ma façon de penser. Ben, il y a d'autres personnes qui pensent que non, que l'anglais on peut vivre peut-être au Québec juste en anglais. Mais ça, c'est des personnes qui restent juste à Montréal. Donc quand tu commences à visiter d'autres régions, puis quand tu veux vraiment t'intégrer, puis quand tu te rends compte que l'intégration, ça ne se passe pas à Montréal, que l'intégration, c'est plus vaste que ça. Donc ça, je me suis rendu compte vite qu'il fallait que je m'intègre en français. Puis là, à fur et à mesure que je commençais à étudier le français, je suis tombé en amour avec la langue. Puis en plus que moi, je parle espagnol, donc c'est une langue qui se ressemble beaucoup. Donc c'est sûr que moi, c'était plus facile pour moi, en tout cas, de parler français que l'anglais, que je n'ai pas nécessairement de repères. Pour moi, c'était toujours compliqué l'anglais. Donc je ne sais pas, moi, je pense que les Français, en tout cas pour les hispanophones, c'est plus facile selon moi. Mais ça va dépendre toujours de chaque personne, chaque individu. Donc, je suis tombé en amour avec la langue française, puis maintenant, c'est ça, j'encourage toutes les personnes que je côtoie de plusieurs origines d'aller vers le français. Pour moi, c'est une langue qui est très intéressante, puis c'est ça que je suis en amour avec la langue française, donc j'essaie toujours d'améliorer, parce que ça ne veut pas dire que depuis que je suis arrivé ici, que je parle à 100% mon français. Mon français écrit c'est encore plus difficile d'écrire que de parler. Mais je pense qu'il ne faut pas précisément décourager, puis continuer à s'améliorer à chaque fois. Je pense que la langue française est très riche, très vaste. Puis pour moi, c'est quelque chose d'important de continuer à préserver le français ici au Québec. Alors, les personnes immigrantes, dans leur parcours migratoire vers l'intégration, doivent être capables de mettre en valeur leur propre culture, leur propre gastronomie. Alors, on organise des cuisines collectives interculturelles qui permet à des personnes immigrantes de venir partager la cuisine avec des Québécois et à des Québécois de pouvoir avoir accès à des façons de faire. Alors, c'est vraiment enrichissant, là, les cuisines du monde. Et chaque année, on a un festival du monde auquel participent plusieurs communautés culturelles qui viennent présenter à la population là, leur gastronomie d'origine. Alors ça, c'est très enrichissant. Puis c'est un volet que la population aime beaucoup partager avec les nouveaux arrivants. Oui, c'est quand même assez important, la nourriture. Ça favorise beaucoup les échanges, hein, d'être dans la cuisine autour d'un îlot, de créer une recette ensemble. Ça permet beaucoup à la fois les échanges culturels, mais aussi beaucoup d'apprentissage en français. Le vocabulaire autour de la cuisine, tout ça, c'est très, très riche. Et on a cuisiné justement dans le temps des pommes. On a fait des tartes et de la croustade avec les élèves. On a cuisiné, c'est-à-dire on est allé à la cabane à sucre. Donc, il y a eu un échange autour de ça. On a parlé des recettes autour de tout ce qui est érable, le sirop, tous les produits dérivés. Quoi d'autre? On aura bientôt justement un atelier de cuisine entre des élèves hispanophones et des élèves du régulier, justement pour favoriser les échanges avec des recettes traditionnelles du Venezuela et du Mexique. Les haricots noirs, nous mangeons beaucoup de haricots noirs, et de la partie colombienne aussi.
de l'haricot rouge et un repas qui s'appelle chicharrón. C'est de bacon, de la panceta, de le cochon, ouais, qui se fait frire dans le four. C'est un repas très connu pour les Colombiens aussi. Oh, la tortilla de maïs. Ça se prépare avec la farine de maïs. Ouais, c'est ça, avec de l'eau. Puis tu les moules, puis on a une petite machine ici à la maison, mais on les peut faire plus pratique, puis on les trouve à Montréal. Ici au Québec, ma culture d'origine, j'essaye de l'inculquer à mes enfants et à mon entourage, pour ceux qui s'y intéressent. Par exemple, à mon ancien boulot, mes collègues étaient vraiment intéressés à connaître mes origines, comment ça se passe au niveau de la gastronomie, de la danse. Et moi, étant vraiment fière et honorée, je prends le soin de les apprendre et de leur montrer ce qui se passe, comment j'ai vécu, où j'ai vécu. Et ici également, je ne laisse pas tomber ma culture, je continue à la mettre en valeur, à l'honorer et également à faire part à ceux qui sont intéressés. Ma culture d'origine influence mon quotidien au Québec de la façon que, dans la cuisine, je vais prendre l'exemple de la cuisine haïtienne, c'est long à faire. Et l'horaire au Québec, le temps est tout le temps en train de courir, donc on n'a pas toujours le temps d'agencer la cuisine entre la famille et l'horaire aussi, comme l'horaire de travail. Donc ça influence beaucoup. Je dois cuisiner, je dois aussi faire le ménage de la maison, donc ça influence beaucoup parce que je me sacrifie dans mon temps pour pouvoir cuisiner parce qu'on mange le plus souvent la nourriture haïtienne. Nous organisons plusieurs activités, et notamment le café rencontre sur différents thèmes. Fait que en janvier, nous avons fait le café rencontre que nous avons fait en janvier. Ça parlait éventuellement de l'hiver au Canada. Puis là, c'est en français. Même si une femme elle parle d'autres langues, elle va se déployer à parler français, se déployer à comprendre la langue française. Aussi, on peut traduire en sa langue, mais on le recommande fortement de parler français à la maison. On le recommande fortement quand on organise nos activités, on lui donne des responsabilités pendant l'activité, avant l'activité et après l'activité pour pouvoir également déployer la langue, pour pouvoir également se sentir valorisé dans la vie quotidienne. Alors, pour l'inclusion, c'est sûr que les activités culturelles permettent aux personnes immigrantes de favoriser un rapprochement avec la communauté d'accueil. Et chez nous, les cuisines collectives sont justement un moment d'échange assez intéressant. Et dans ces échanges-là, il y a aussi un rapprochement interculturel, interpersonnel, qui favorise plus loin que juste la gastronomie, mais favorise de parler en français, d'avoir accès à un nouveau réseau. Et c'est par les réseaux, généralement, que les gens vont se trouver de l'emploi. Donc, quand on a des activités culturelles qui favorisent le développement de réseaux locaux, ça favorise l'intégration beaucoup plus rapide des personnes immigrantes. Quand on va dans soit le centre culturel, la bibliothèque, et qu'on est accueilli, que la population, les employés, les serveurs, les serveuses, à l'accueil, les gens qui accueillent dans les différents services, accueillent nos élèves, moi, je considère que c'est une très belle réussite au niveau des échanges. L'ouverture est une réussite en soi. Je considère que l'ouverture des gens, de la population, dans nos services, c'est une réussite en soi. Bonjour, je m'appelle Paulina, j'ai 9 ans. On est arrivé avec mes parents il y a 3 ans.
Et quand j'ai arrivé ici, j'ai pas parlé en français. Oui, ils apprennent plus rapidement, mais des fois, ils veulent pas l'apprendre, la langue. C'est un élève qui arrive de 4 pays différents, ça fait 4 écoles qu'il fait dans 4 pays différents dans la même année. Il n'a peut-être pas nécessairement envie d'apprendre le français ou de se faire des nouveaux amis dans une autre Xème école. Fait que moi, mon rôle, c'est vraiment de les accompagner là-dedans pour que ça débloque, pour que finalement, il y ait cette disponibilité d'apprentissage. J'ai 7 ans et mon nom, c'est Romanali Silva-Bastidas. Dépendant s'il est introverti, extraverti, des fois on arrive en classe, puis là les autres petits amis veulent tout, l'attention est toute sur eux, mais là les autres se ramassent avec 23 élèves qui sont par-dessus eux. Tout le monde veut les rencontrer, tout le monde veut bien les accueillir, mais ça fait l'effet inverse, l'enfant se sent envahi, puis là il comprend pas trop ce qui se passe. Donc, c'est plus d'accompagner en fait la classe aussi en disant, ben c'est ce qu'une ou deux personnes peuvent être avec lui, puis graduellement, ça va venir. Des fois, les élèves ne peuvent pas communiquer, fait que ça les frustre aussi. Je trouve que c'est facile à parler en français. Comme on travaille des trucs comme les mathématiques, l'écriture et tout ça. Alors, pour favoriser le dialogue interculturel, on va mettre en place des activités de jumelage. Alors, le jumelage peut avoir différents volets. On a un jumelage linguistique qui permet à une personne d'avoir la possibilité de parler en français avec quelqu'un. Parce que les personnes qui suivent des cours de francisation, si chaque soir ils rentrent chez eux puis ils ne parlent pas en français, bien sa capacité à intégrer cette langue-là est plus difficile. Fait qu'on favorise le jumelage pour qu'ils puissent développer des opportunités de parler en français. On a aussi du jumelage dans les milieux scolaires pour une personne qui vivrait, un jeune qui vivrait de l'isolement. On va favoriser de trouver quelqu'un avec qui il pourrait être jumelé. Et finalement, on favorise aussi le jumelage communautaire, c'est-à-dire comme les Ukrainiens qui sont arrivés dans la région, bien, on a présenté d'autres personnes qui venaient d'Ukraine pour être capable de les accompagner pour mieux comprendre. Là, parfois, c'est le choc culturel, là, des façons de faire, des façons de vivre, qui permet plus facilement là, leur intégration. Des fois, quand c'est la première fois, j'arrive dans la classe, puis je leur parle en espagnol. Puis là, ils sont tous comme un peu surpris, tu sais. Puis là, je dis qu'il y a quelqu'un qui a compris, tu sais. Puis là, des fois, il y en a un ou deux, là, tu sais, ils vont souvent dans le sud, là. Mais souvent, ils ne comprennent pas. Je dis, bien, imaginez, lui, c'est comme ça qu'il va se sentir à tous les jours, jusqu'à un certain point. Donc, il faut juste être indulgent avec l'autre personne, comprendre que c'est pas parce qu'il veut pas vous parler, c'est pas parce qu'il veut pas se joindre à vous, c'est juste qu'il comprend pas. Ben voyons. Je dis, comment tu écris ça? C'est quoi ça? Je sais pas. Paupières? Bien, en Haïti, on dit chichi, c'est quand on coiffe les petites filles puis on laisse tomber comme une partie du... Oui, exactement. Ici, je ne savais pas que c'était une toupette. Puis, ça m'a bien épatée parce que c'est un enfant qui me l'a appris. Donc, l'enfant m'a dit, c'est une toupette. Puis j'ai dit, c'est quoi? C'est une toupette! Ma maman m'a fait une toupette! Avec beaucoup d'expressions. Puis j'ai dit, oh, c'est ça une toupette? Donc là, j'ai compris que c'était une toupette. Donc depuis là, j'ai gardé le mot toupette.